Samedi 5 mai 2018, dans les salons de Bouc, 6 Jacob Strat 39 41 2018 à Antwerpen, le bourgmestre d'Anvers a reçu des membres de la communauté congolaise de sa ville pour un échange sur sa politique. L'orateur du jour, 47 ans, président de la NVA, New Vlaams Alliantie, le parti le plus populaire de Belgique, Bart de Wever, le bourgmestre de la ville portuaire belge d'Anvers. En octobre, il y aura en Belgique des élections communales. Bart de Wever aimerait remplir. Mais là où sont réunis les Congolais, on peut parler de tout, mais on ne peut pas ne pas parler du Congo. C'est ainsi que Bart de Wever a été amené à répondre aux questions des Congolais sur la situation actuelle du pays et a dit ce qu'il en pense. Quelques questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? On prend une question dans le fond, au fond de la salle. Je suis Christophe Béat, je suis pasteur ici à Anvers. En qualité de pasteur, je gère des gens, j'ai géré des gens, j'ai géré des situations aussi. La première question, elle est pratique. Ma fille travaille comme responsable dans un intérim. Vous parlez ici de l'emploi au niveau de notre communauté. Et ce qui est difficile, c'est que les entreprises qui viennent vers les intérims pour trouver la main-d'œuvre, ces entreprises donnent déjà des instructions au bureau d'intérim pour dire pas telle nationalité, pas telle nationalité, pas telle nationalité. Et donc, avec tous les soucis que vous avez, d'essayer de réduire le chômage au niveau de notre communauté. L'État ne va pas employer tout le monde. Il y a l'État, il y a le privé. Mais au niveau du privé, il y a déjà ce barrage-là. Je ne sais pas quelle solution on peut trouver par rapport à ça. Alors, ma deuxième préoccupation, c'est que j'en profite parce que j'ai ici le bourgmestre et j'ai en même temps le président de la NVA, c'est par rapport à la situation en République démocratique du Congo. Je ne veux pas revenir sur ce qui a été fait, ce qui a été dit. Mais dans le cas où nous arrivons à la fin de l'année et qu'il n'y a pas élection au Congo, quelle est la position de la NVA? Merci. Ce sont déjà des questions assez dures, hein, donc on va pas attendre jusqu'à des dizaines de questions comme ça. Le premier thème, vous êtes pasteur d'une église. Oui. Je suis en train, vous n'avez pas posé la question, mais je vais donner une réponse tout de même. Je suis en train de parler beaucoup avec notre évêque, parce qu'il y a un problème de trouver des places pour les églises africaines qui poussent et qui sont très actifs et qui ont beaucoup de succès. Et d'autre part, il y a beaucoup d'églises qui sont presque vides, mais je dois vous avouer que c'est très difficile et qu'on avance, mais lentement. Donc, pour moi, ce doit vraiment être un projet. S'il y a des groupes de croyants, hein, ce que je trouve toujours positif, il faut pouvoir les donner des endroits où ils peuvent sans problème se rencontrer et avoir des réunions. Et puisqu'on a tellement des églises vides, il faut quand même pouvoir donner une solution du problème de l'un avec le problème de l'autre. Si on fait l'addition des deux, on va pouvoir beaucoup plus, mais je dois vous avouer que c'est difficile. Mais on avance lentement. On a adopté maintenant un plan pour la réutilisation de certaines églises. Donc l'ouverture est en train de se faire, ce qui est important. Pas seulement pour les églises et les groupes africains, les autres groupes aussi. Mais c'est un point difficile parce que parfois on trouve un endroit, mais ce n'est pas le bon endroit et ça donne des conflits avec les riverains et tout ça. Et il faut pouvoir éviter ça. Bon. Votre première question, c'est une question sensible. C'est la question de discrimination qui existe. Et il y a sans doute que ça existe.
Donc il ne faut pas nuancer ça ou dire que ce n'est pas vrai, ça existe. Donc on a adopté il y a 1 an avec le gouvernement fédéral un système qui permet, s'il y a des vraiment soupçons qu'il y a une entreprise qui ne veut vraiment pas donner des emplois à des gens d'origine étrangère, de faire des essais, donc c'est ce qu'on appelle le mystery call, pour voir, pour constater d'une façon objective est-ce que c'est vrai ou non. Parce que souvent c'est une question de preuve. Hein. Vous pouvez soupçonner que vous êtes discriminé, mais c'est très difficile d'avoir la preuve objective. Donc il y a maintenant un système pour livrer la preuve objective qu'il y a des entreprises qui évitent vraiment de donner des emplois à des gens d'origine étrangère. Et ça nous permet d'entrer en discussion avec les entrepreneurs, de dire pourquoi est-ce que vous faites ça? Quelle est la raison derrière cette discrimination? Pourquoi? Et ce que j'ai constaté, c'est un sujet très sensible. Ce que j'ai constaté jusqu'au présent, qu'il y a des réserves vis-à-vis certains groupes, mais que c'est différent de groupes. Allez, pour dire tout, il y a un problème entre l'Occident et le monde de l'islam. Et ce problème, les dernières années, est en train de devenir pire. Donc il y a une crainte qui existe chez la communauté autochtone, comme on dit, qui a toujours vécu dans une société basée sur une société chrétienne, disons, qui est sécularisée, mais qui est stupéfiée du fait que des tendances extrémistes dans l'islam existent, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances, qu'ils ne connaissent pas trop de gens des communautés islamistes, qui ont peur de tout le monde, parce que si on ne connaît pas qui est qui, un réflexe humain est de dire, bon, je vais prendre aucun risque, et je vais éviter de donner un peuple parce qu'on sait. Vis-à-vis les Africains subsahariens, ça n'existe pas. Il y a un autre problème qui existe, c'est la sous-estimation des capacités des gens. C'est ce que je constate, on sous-estime toujours le talent qu'il existe. On dit, bon, quelqu'un d'origine africaine, il y a des clichés qui vivent, bon, est-ce qu'il va faire son boulot, est-ce qu'il va être à temps, est-ce qu'il a les capacités de le faire. Ça, c'est vraiment une discrimination qui est profonde et qui existe encore. Il faut le contrer par donner l'exemple, et la ville fait beaucoup d'efforts pour donner des exemples, pour montrer simplement qu'on a tort, en donner des emplois aux gens d'origine étrangère, et de livrer la preuve que cette discrimination est basée sur des idées fausses. Et il faut aussi présenter au secteur privé une vérité qui est très simple, à mon avis. Si on n'adopte pas la diversité, on n'a pas de futur. C'est très simple. Si on voit la démographie de la vie, si on voit le fait que maintenant déjà, on n'arrive plus à remplir les vacatures qui existent. Si on voit Umicore, 300 emplois, 300 vacatures, qu'on a difficulté pour trouver des gens, 300. Des autres entreprises, il y a une longue liste de gens qui n'en trouvent pas des gens. Si on n'embrasse pas les gens, les jeunes qui vivent dans la vie, qui sont dans le groupe de 0 à 9 ans pour presque 70% des jeunes d'origine diverse, on n'a pas de futur. Et je constate que les grandes entreprises, et surtout les entreprises internationales, l'ont déjà très bien compris. On ne voit plus ce problème avec les multinationales. Là, ça n'existe plus. La discrimination est vraiment en train de diminuer, de s'évaporiser. Mais malheureusement, la force de l'économie flamande a toujours été les PME et les entreprises familiales. Et là, le changement, ça prend beaucoup de temps. Là, les gens sont fixés dans une certaine tradition de travailler. Et ils disent, moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours eu des employés comme ça, je veux continuer comme ça. Et ils me disent, bon, c'est à moi ici, moi je l'ai fait, mon père l'a fait, mon grand-père l'a fait, je l'ai fait avec mes deux mains, cette entreprise, et vous n'allez pas me dire, monsieur le bourgmestre, ce que je dois faire.
Donc là, le changement prend beaucoup de temps. Et c'est un sujet, moi je pense que c'est la question clé pour l'avenir de cette ville. On peut travailler jour et nuit pour créer des opportunités économiques et attirer des investisseurs, et on a beaucoup de succès. Mais si ça ne mène pas à l'emploi des gens qui vivent dans la ville, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce que je fais, je suis aussi un entrepreneur dans le secteur public. Je donne le bon exemple. Et on fait des pas de l'avant, comme je vous ai dit. Et on doit continuer sur ce chemin. Les élections au Congo, ça c'est une question assez sensible. Vous connaissez ce pays et vous savez qu'il y a les francophones et les flamands et qu'il y a des différences entre les deux groupes. Vis-à-vis le Congo, ça me frappe que la plupart des partis francophones de ce pays ont toujours plus ou moins donné du support au régime du Congo, dans le passé et aussi dans le présent. Dans la plupart des cas, ils font le choix on dit en flamand, le chemin facile, de weg van de minste weerstand. Et ça mène toujours aux gens qui ont le pouvoir, dans les faits. Au nord, la situation est différente, et certainement, et je ne veux pas entrer dans le conflit avec quelqu'un, mais on doit dire la vérité, la NVA est le parti le plus critique, qui a beaucoup vis-à-vis le régime présent, vis-à-vis le président actuel qui n'a pas de légitimité. Donc la constitution du Congo est quand même claire, il ne peut plus être là. Il évite d'organiser des élections. C'est clair qu'il n'a pas vraiment l'intention de lâcher le pouvoir. Donc il est dans l'illégitimité. Donc on a utilisé l'influence qu'on a quand même au niveau fédéral pour quitter le chemin bilatéral. Donc on a presque arrêté toute la coopération bilatérale avec le gouvernement et on a, si on voit le montant de coopération qu'on a investi dans la coopération du Congo, presque tout maintenant est attribué à la raison des NGO pour coopérer directement avec la population et éviter de coopérer avec le régime. Vous avez constaté aussi la grande réunion à Genève. Pour aider le Congo, pour aller rassembler des donateurs. Le Congo n'était pas là même. Donc c'est clair qu'il n'y a pas un grand amour, disons, entre la NVA et le régime. On veut bien continuer à aider la population congolaise, on veut même faire plus, mais ce qui est entre nous et ce rêve, c'est le régime actuel. Et ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation institutionnelle? Ça, c'est une question difficile parce que le levier qu'on a ne suffit pas pour avoir un changement de régime. Ça, c'est clair. On a un certain levier, mais ça ne va jamais être suffisant pour avoir vraiment un changement. Allez, on ne peut pas faire une pression qui est suffisante pour forcer Kabila d'organiser les élections. Et la question que vous avez posée, pour moi aussi, c'est une grande question. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est clair que le changement au Congo doit venir des Congolais. Et dès le moment qu'on voit un mouvement pour le changement, on doit faire tout pour le supporter. Mais pour nous aussi, c'est une question. Qu'est-ce qu'on va voir? Qui va prendre à ce moment-là, à la moment actuel, c'est devenu difficile de voir quelles sont les forces qui peuvent se réunir, qui peuvent s'organiser pour vraiment introduire la démocratie au Congo. Ce qui serait une évolution excellente parce que le grand paradoxe du Congo, c'est que ce pays est tellement riche. C'est tellement riche. Si on a un bon leadership au Congo, la seule chose que ce pays doit avoir, c'est un bon leadership. Et la richesse qui est là, la richesse potentielle qui est là, c'est le grand paradoxe. C'est la seule chose c'est le leadership, c'est un mouvement qui vraiment installe la démocratie au Congo, qui pourrait rendre des choses possibles.
mais c'est difficile à voir dans l'avenir comment les choses vont se produire. Je m'appelle Lukenwa Kassengele Marie-José. Ma question s'adresse à vous, monsieur le bourgmestre, parce qu'au début, vous avez parlé des travaux que vous avez déjà réalisés et que vous êtes en train de réaliser ici à la ville d'Anvers. Et nous voyons les résultats partout, quand les travaux sont déjà finis, que c'est bien, c'est beau à voir. Mais à côté de ça, il y a aussi les dégâts que les travaux ont engendrés. Par exemple, moi, j'habite au niveau des palais de sport, aux alentours des palais de sport, sur Ténéco-Velay. Sur Ténéco-Velay, nous avons constaté que nos maisons et les jardins, partout, il y a des fissures dans nos maisons et dans les jardins. Nous sommes allés voir nos assureurs. Les assureurs nous disent que non, comme c'est en dehors de la maison, on ne peut pas payer ça. Mais avec le BURT-EZ, on a essayé de faire une pétition, on a envoyé, ils disent que non, personne ne va faire quelque chose pour nous. Et maintenant, surtout, je parle pour moi chez moi, maintenant c'est l'été. C'est le moment où on essaye un peu d'en profiter pour un peu se mettre à l'extérieur. Dans mon jardin, il y a les murs de mon voisin qui à tout moment, ça peut tomber chez moi. J'ai parfois aussi mes petits-enfants qui viennent me visiter à la maison. Je peux être à l'intérieur et que les petits-enfants jouent à l'extérieur. À ce moment-là, les dégâts peuvent arriver. Parce que maintenant, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que nous sommes allés voir les assureurs qui disent que non, ce n'est pas à eux de faire quelque chose pour nous. Mais comme vous êtes là et que vous avez vraiment commencé votre introduction par les travaux de la ville d'Anvers, alors j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne occasion pour vous parler de notre problème, pas de mon problème, mais de notre problème des habitants de Ténéco-Velay. Et puis, ma deuxième question aussi, je parle pour notre communauté, la communauté congolaise. Avant, sur Marie aussi, un peu plus, ce n'est pas vraiment dans Marie, nous avons une salle de cinéma Rix. Il y a beaucoup d'activités dans cette salle-là. Avant, une fois par mois, nous les Congolais, on pouvait aller se réunir là-bas, se rencontrer. Une fois seulement par mois, on pouvait rester, parler, prendre un café, une bière, discuter entre nous. Mais depuis que vous êtes maintenant au pouvoir, on nous a retiré la clé. On n'a pas l'accès, on ne peut pas fréquenter cette salle-là. Mais on ne sait pas pourquoi. Hein? Ça, c'est pour notre communauté parce qu'il y a des autres communautés qui ont au moins un endroit à eux pour se réunir, pour parler. Mais nous n'avons pas un endroit à nous. Le RIX est là, beaucoup de salles vides, mais on n'a pas accès à ça. Encore une autre question. Non, ça va. C'est fini? Oui, j'ai beaucoup. Mais oui, par exemple, maintenant, parce que M. Le Bourgmestre a parlé encore de subsides dans des domaines sociaux. Mais moi, je suis actif tout le temps dans des BURT-EZ. Nous avons vu aussi les gens des BURT-EZ qui tremblaient, qui disaient que non, peut-être on va fermer des BURT-EZ parce qu'ils n'auront pas de subsides et que M. Le Bourgmestre veut remettre maintenant la gestion aux entreprises privées. Et ça, c'est ce que j'avais entendu dire aux entreprises. Nous avons dit, mais bon, comme mon frère a posé la question pour les endroits d'encadrement et tout, parce que nous trouvons que quand même que les BURT-EZ encadrent beaucoup de gens, les gens qui partent là-bas pour remplir des papiers, pour un peu parler, pour prendre un café. C'est toujours nécessaire. Et pour terminer, je vais dire seulement un dernier mot que souvent quand on parle de l'immigration, on parle d'immigration et criminalité. L'immigration ne peut pas être liée, on ne peut pas mettre dans une seule phrase immigration et criminalité parce que pour moi personnellement je trouve quand même que avant les années 60, même les années 50, ici en Europe, partout, il y avait déjà des prisons, des grands bâtiments, des prisons partout. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas des immigrés parce qu'on ne peut pas tout le temps parler immigrés et criminalité. C'est un problème spécifique, je dois vous inviter à m'envoyer un mail. Et ainsi je peux regarder ce qui s'est passé exactement, qui a causé ce problème, parce que je pense que ce sont des travaux probablement du Vlaamse Gewest.
de la région flamande, mais je connais le ministre responsable, donc je peux m'en occuper, mais je ne connais pas le problème. Allez, je ne savais pas. Donc il faut vraiment m'envoyer avec les riverains, ou vous personnellement, un mail là-dessus, et je vais m'en occuper. Le cinéma Rex, pour être honnête, je ne sais pas vraiment, est-ce que le cinéma n'est pas propriété de la ville, je pense. C'est quand même d'une personne privée, je pense. Non, je pense que c'est pour la ville. C'est de la ville? Oui, c'est pour la ville. Oui. Bon, je dois regarder le dossier. Mais je connais le problème. Il y a... Le centre culturel. Le centre de Rix? Oui. Ah, oh, je me trompe. Oui. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui cherchent un endroit pour avoir des réunions. Ça, c'est un problème en Anvers. Vous n'êtes pas le seul. Je vous ai dit, il y a 165 nationalités, mais dans chaque nationalité, parfois, il y a encore des différents groupes. La ville est devenue très compliquée. Hein. Si on rencontre parfois des Syriens, on a des Syriens musulmans, on a des Syriens chrétiens, on a des Albites, il y a des Chaldéens, on a des Assyriens. C'est devenu un puzzle gigantesque. Et tout le monde est en train tout le monde a un peu le problème, on veut se rencontrer, on cherche un endroit pour être à nous, je le comprends. Mais c'est devenu un puzzle gigantesque. Donc je demande un peu de compréhension, mais on cherche des solutions. Et je suis toujours prêt à chercher, pour un problème concret, une solution concrète. Donc, ce sont deux questions que je vais noter, mais je vous invite à m'envoyer un mail avec les détails. Ainsi, je peux contrôler les points. Avec les subsides pour le Buurthuis, je sais qu'on a eu, dans le secteur social, on a eu beaucoup de soucis sur les politiques de la ville. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé un peu, parce qu'on doit économiser, on doit encore continuer, hein, parce que le vieillissement de la population, avec les pensions qu'on doit payer, le prochain bourgmestre, n'importe qui sera le prochain bourgmestre, doit de nouveau économiser quelques centaines de millions d'euros pour pouvoir payer les pensions. Donc on doit être sûr que chaque euro qu'on dépense, on a le plus de valeur possible. Et c'est ce qu'on a fait. Donc les organisations sociales ont l'habitude de recevoir des subsides et ils ne nous ont jamais confrontés à une concurrence saine. Donc bon, ce sont nous, hein, les gens qui s'en occupent, ça va toujours être nous. Donc on les a chauffés un tout petit peu en disant, bon, ok, mais vous devez nous convaincre que vous faites le plus possible pour les euros qu'on vous donne. Parce que si vous n'avez pas un bon dossier, on peut vous mettre en concurrence avec le secteur privé. En fait, aucun contrat a été donné au secteur privé, mais l'effort que les organisations sociales ont promis de faire pour le même montant a augmenté énormément. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Mais ils n'étaient pas contents du tout. Ça, je suis sûr qu'ils n'étaient pas contents du tout. Ils étaient très fâchés. Mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Je ne peux pas augmenter les subsides. Donc, parfois, il faut réveiller les gens. Quand on a l'habitude de 20 ans recevoir un montant pour faire un travail, ce n'est pas une mauvaise idée de ressusciter un tout petit peu. Les gens, ils étaient fâchés. Je le sais. C'est inévitable. Le lien entre immigration et criminalité. Moi, je sais que c'est aussi un sujet très sensible. Naturellement, un être humain, c'est un être humain. Je ne crois pas qu'il y a des problèmes qu'on peut lier à un groupe. Que dire, il y a plus de criminalité dans ce groupe. Non. Et il y a des problèmes sociaux qu'on peut lier à des groupes. Et il y a certains effets de ces problèmes sociaux qu'on peut attribuer à des groupes. Il y a des différences. La communauté congolaise en Anvers, est-ce qu'il me pose, cette communauté me pose des problèmes dans la criminalité? Non. Je vous dis simplement non. Est-ce que les communautés d'Asie me posent des problèmes spécifiques? Je vous dis non. Non. Il y a 2 ou 3 000 gens philippiens. Ils sont absents dans les statistiques qui ont été absents. Donc leur taux de criminalité est beaucoup moins que les gens autochtones.
Donc là, je peux faire un lien entre un groupe d'immigrants et criminalité, mais un lien positif. Un positif. Mais pour dire tout, si on regarde certains quartiers et certains groupes de communautés qui vivent là, il y a des problèmes spécifiques. Je vous ai dit, on risque de perdre une certaine génération qui a perdu le chemin, qui ne croient plus qu'ils ont un avenir ici et qui sont très susceptibles à des choix mauvais dans la vie. Il faut le dire, c'est la vérité. Est-ce que c'est parce qu'ils sont d'origine étrangère? Non. Est-ce qu'ils sont dans une situation spécifique qui encourage certaines, ou qui facilite certains choix mauvais? Oui. Oui. Et ça n'a pas de sens de ne pas vouloir voir cette réalité. Parce que si on est obligé, comme bourgmestre, de trouver des solutions, tout commence par voir la réalité comme elle est. Pas comme on veut que la réalité soit, mais comme elle est. Et bon, je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes, hein, notamment avec la communauté marocaine de ma ville, qui n'aime pas trop qu'on indique certains problèmes. Mais les problèmes sont là. On a eu 80 gens qui sont partis en Syrie pour lutter avec les groupes extrémistes. Ce sont qui? Je vous pose la question, c'est qui? Je peux vous donner la réponse. Hein? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un jeune qui est né ici, dans un pays qui est quand même riche, et même quand on est dans une situation mauvaise, on est encore meilleur que dans la plupart du monde entier. Ils font le choix quand ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, de dire, bon, je vais lutter contre la société, contre ma société, où je suis né, où mon père était déjà. Donc ce sont déjà les grands-pères, la grande qui est arrivée comme immigrant. Donc c'est la 3e, 4e génération qui fait la décision de donc, non, je vais me contrer contre l'Occident, contre la société, contre l'éclairement même, et je vais devenir extrémiste et djihadiste, je vais partir vers un pays que je ne connais pas pour joindre des groupes extrémistes. Ça existe, hein? Je n'ai pas inventé, donc c'est un problème spécifique. Les clans, quand je pourrais vous montrer un plan de la ville d'Anvers et vous indiquer avec des points rouges où s'habitent tous les gens qu'on arrêtait comme dealers, comme vendeurs stupéfiants. On voit ce qu'on voit, hein. On voit ce qu'on voit hein, sur ce plan. Hein. Donc les gens qui vendent des stupéfiants, ils ne s'habitent pas à Wilrijk. Hein. Ils s'habitent dans certains quartiers, ils s'habitent. Bon. Ça n'a pas de sens d'être aveugle pour les réalités qui existent. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont criminels parce qu'ils sont marocains? Non. Mais est-ce qu'on a un problème spécifique avec cette communauté? Oui. Est-ce qu'il y a un problème avec l'islam? Non. Est-ce qu'il existe un problème dans l'islam? Oui. Et ça n'a pas de sens de nier ça. Donc c'est difficile. C'est difficile parce que je suis très conscient du fait que les gens de bonne volonté qui font ce qu'ils doivent faire, qui vont vers l'université, ils souffrent aussi d'une mauvaise perception qui existe. Je suis conscient du fait que c'est malhonnête. Mais c'est la réalité. Et on doit travailler, c'est un travail très délicat. Très délicat, très délicat. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Je m'appelle Jean Tchibos. Ma question est de savoir, parce que vous avez parlé des emplois. Mais vous avez oublié de parler des emplois des plus âgés. Parce qu'il y a un programme ici en Anvers pour décrocher l'emploi après un certain âge. Après, on nous inflige des examens, on ne comprend même pas, et on n'est pas doué avec des systèmes informatiques. Vous habitez dans un bureau d'intérim, on vous laisse tout ça, et vous ne savez même pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas, pour les gens de notre âge,
qu'est-ce que vous proposez? Parce que j'ai suivi à la radio dans ma voiture, on fait appel aux gens qui sont en Wallonie, qui ne parlent aucun néerlandais, de venir travailler sur Anvers. Mais il y a des gens qui habitent ici qui n'ont pas de boulot, qui sont exclus catégoriquement aide sociale. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ma deuxième question, ce n'est pas une question, c'est un problème familial, parce que ma sœur a parlé sur les décrochages de nos enfants. J'ai un fils qui a 16 ans aujourd'hui. Depuis l'âge de 8 ans, le juge l'a exclu de l'école. Il n'a jamais été à l'école depuis l'âge de 8 ans. Il vit ici en Anvers, il est né ici en Anvers. Je suis allé voir le juge de jeunesse plus de 12 fois. J'ai supplié, laisse cet enfant fréquenter quand même les écoles comme tous les enfants. Les enfants, il a la force, il a seulement la force. Il a la force, il ne tape pas, mais il a la force. Si quelqu'un lui tape, mais cet enfant est là à la maison depuis l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, il a 16 ans. Il n'a jamais parti à l'école. Il n'y a aucune école qui l'accepte parce qu'on dit que c'est type 5, type 4, que je ne comprends pas que ça signifie. Oui, alors, on a changé de centre. C'est quoi? On a changé de centre et de centre. Et cet enfant n'a rien fait du mal. C'est seulement que quand il veut jouer, il ne sait pas s'arrêter. Il a la force là. C'est la raison là que cet enfant ne fréquente pas les écoles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je n'ai plus de respect pour la justice, je vous l'avais. Je n'ai plus le respect pour la justice. Parce que ce qui se passe, c'est détruire les enfants. Ce qui se passe, parce qu'il n'y a personne qui s'intéresse. Je parle avec les juges de jeunesse, je parle avec la police. Il y a un policier qui m'a dit, écoute, soit vous amenez cet enfant dans votre pays, peut-être qu'il peut aller à l'école. Ici, ça ne va pas parce qu'il est fiché sur le computer belge. Même pour trouver un club de football, il joue très bien. Quand vous parlez, non, il a été à Berlin, il a été à Gênes, dans un centre Mishkat. On a fait des examens, ils n'ont rien trouvé jusqu'aujourd'hui. Ils donnent que des piquets pour que l'enfant devienne calme. C'est une histoire difficile à comprendre, c'est bizarre parce qu'on a des écoles spéciales quand même. Le type 4 et 5, je connais, c'est un système, on a les écoles normales, disons, on a les écoles spéciales. C'est un réseau qui est très fort en Flandre, parce qu'il y a, je pense, 4, même 5% des enfants qui sont dans des écoles spéciales, ce qui est le taux le plus élevé de toute l'Europe. Donc on a un bon système. Le type 4 et 5, je connais, il y a un autre problème, c'est quelque chose de très bizarre. Parce qu'on est même obligé, c'est illégal de refuser à un enfant d'aller à l'école. On est obligé même ou bien aller à l'école ou de suivre un programme à la maison d'éducation. C'est la loi. C'est bizarre. Je veux bien, si vous m'envoyez le dossier, regarder comment ça c'est possible, parce que j'ai un spécialiste, le grand spécialiste là-dessus, Koen Daniels, je vais le mettre sur le dossier pour dire comment est-ce que c'est possible. Il n'a pas allé à une école oui, il a 16 ans maintenant. Il a 16 ans maintenant. J'ai jamais entendu une histoire comme ça. Très bizarre. Oui. Ah oui, et bon. Il y a un problème spécifique, l'emploi des gens âgés, disons, dès qu'on a 55, le marché du travail, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a la digitalisation, la numérisation, on dit en français, c'est aussi un problème. Hein. Ce qu'on demande sur le marché du travail, le minimum, c'est beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Donc on est vraiment la révolution vers une société de connaissance, disons. Ça c'est spectaculaire. Donc si je vois les gens de BASF, de pétrochimie, ils demandent des emplois, mais c'est ce qu'on doit connaître, c'est ce qu'on doit savoir pour travailler même blue collar, hein, comme un ouvrier, disons. Hein.
c'est devenu beaucoup plus difficile, compliqué qu'il y a 20 ans. Et on a en effet un problème avec la cohorte de 55 jusqu'à 65, un problème d'inactivité, parce qu'avec notre système de salaire, ce sont les travailleurs les plus chers, on va les payer le plus, parce qu'on a le système de, comment dire en français, avec les soldats. On a une tradition, je pense, qui est une mauvaise tradition. Quand on a 20 ans, on reçoit un salaire modeste, mais quand on progresse, on doit vous payer plus. Mais la progression du salaire avec l'âge, mais ça, dès qu'on a 50 ans, un travailleur devient plus cher pour l'employeur. Et la capacité, la numérisation, c'est un double problème. On doit payer plus pour quelqu'un qui n'est pas au courant parfois pas au courant de l'évolution actuelle. Donc, la seule chose à faire, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de donner des cotisations, sur le salaire, le gouvernement flamand essaye de donner des chèques pour des incitants. Et on arrive, il y a des résultats, mais le problème reste encore là. Donc on a plus de gens de 55 qui sont actifs maintenant qu'il y a 30 ans. L'évolution est bonne, mais le problème reste. Dès qu'on perd son emploi et quand on a 55, pour retrouver un autre emploi, ça reste très compliqué. Très compliqué. Merci. C'est Cheikh Fita des Infos en ligne des Congolais de Belgique. Monsieur le bourgmestre, vous avez dit qu'il y a plusieurs communautés ici à Anvers et que c'est difficile de rencontrer toutes les communautés. Ma question est purement culturelle. Vous savez, quand les gens se méfient entre eux, ils ne se connaissent pas bien, il n'y a pas mieux que des programmes culturels des uns et des autres qui font en sorte que tout le monde se rencontre et à ce moment-là, une certaine barrière disparaît. Est-ce qu'il existe de tels programmes dans votre vie? Merci. Je voudrais parler un tout petit peu pour les associations parce que je pense qu'il serait un grand manquement de ne pas évoquer les associations socio-culturelles parce que c'est nous qui faisons les ponts entre l'État, la ville et la population. Je réponds au nom de Norbert Villa et je représente ici une fédération des associations ayant un lien avec l'Afrique. Et la fédération s'appelle FAD. Monsieur le bourgmestre, tantôt, il y avait une question sur la méfiance entre les différents groupes ethniques. Et la question qui vous a été adressée était de savoir, est-ce que vous avez une stratégie? Vous avez donné une réponse. Et là, je voudrais rebondir sur les associations. En fait, je sais que la ville et le gouvernement flamand mettent beaucoup de moyens pour permettre aux associations de fonctionner. Et le grand problème, c'est que nous qui travaillons pour les associations, nous recevons très peu de moyens. On nous demande, avec nos associations, de faire plus avec les volontaires que nous avons, avec très peu de moyens. J'organise par exemple avec mes associations un festival à City-en-Plaine ou à Desconnes-Plaine. Je demande 1500, 2000 € pour tout et on m'accorde 400 €. On me demande de tout faire avec 400 €. Alors là, ça nous bloque. Bonjour monsieur le bourgmestre. Moi, c'est Daniela Lostango. Voilà, j'ai une préoccupation concernant nos jeunes. Je voudrais savoir quelle est votre politique pour éviter le décrochage scolaire des jeunes et qu'envisagez-vous de faire pour améliorer l'accompagnement des jeunes en décrochage? Voilà ma préoccupation. Merci. Moi, je suis Hilda Bodia. Monsieur le bourgmestre, moi, je suis triste. Triste parce que, à vous entendre parler tout à l'heure, vous avez dit que
les élections ne se faisaient pas au Congo, vous ne savez pas ce qui va arriver. Ça me rend triste. Parce que la communauté internationale ne peut rien décider sans la Belgique. Le peuple congolais savent très bien que l'avenir, si je peux parler de ça, comme ça, du Congo, c'est la Belgique. Ça, on ne peut même pas se tromper là-dessus. Mais aujourd'hui, quand je vous entends parler que vous ne savez pas si les élections auront lieu au Congo et vous ne savez pas ce qui va arriver, ça me rend, je ne sais pas, désespoir. Je suis vraiment désespérée parce que nous avons des familles au Congo. Nous sommes venus ici, mais l'œil, les oreilles, les yeux, le cœur est resté là-bas au Congo. C'est tous les jours qu'on viole, c'est tous les jours qu'on tue. Et l'espoir de tout un peuple est fixé le 23 décembre. Et nous savons que la Belgique est là pour nous. La Belgique, c'est notre avocat, c'est lui le juge. Quand vous dites qu'il n'y a pas un leadership au Congo, moi je dis non. Il y en a. Le peuple congolais est éveillé. Le peuple congolais sort dans la rue. Il marche pacifiquement pour revendiquer quelque chose qui est de leur droit. Mais on tue tous les jours. Est-ce qu'il faut combien en termes de nombres, combien de morts des Congolais pour que les Congolais retrouvent un peu sa dignité? S'il n'y aura pas d'élection, donc l'assassin doit être là. L'assassin doit continuer à tuer. Mais ici aussi, on n'est pas aussi à l'aise. Il n'y a pas de travail, il y a des sans-papiers. Parce que entendre votre politique aussi, c'est pour... vous ne donnez pas aussi des papiers facilement. Mais vous connaissez les Congos mieux que nous, les Congolais. La Belgique connaît mieux le Congo. Sur le plan sanitaire, vous connaissez les infrastructures. Mais il y a des maladies chroniques, des gens qui sont malades ici. Quand vous les envoyez, non, il n'y a pas de papiers chez vous. Mais la Belgique connaît mieux le Congo. Oui, je comprends ce que vous dites, mais ce que j'ai dit, c'est qu'on n'a pas le levier dans notre politique de coopération. Donc, on a déjà changé notre politique de coopération, c'est notamment la NBA qui l'a fait, donc d'arrêter la coopération bilatérale avec le régime et de donner l'argent à les associations, les NGO qui travaillent sur le terrain. Donc, on a fait ça, mais je suis conscient du fait que ça ne suffit pas comme levier pour forcer un certain changement. Mais ne vous trompez pas. On suit la situation de très proche. Nos députés, comme Peter Bach, Karavanlao, vous les connaissez, ils suivent la situation au Congo de très proche. On essaye d'influencer le plus possible la politique menée par le gouvernement belge et on le fait vis-à-vis du Congo. Et dès qu'on voit une possibilité pour mobiliser la communauté internationale pour forcer le changement, on va le faire. Ce que je vous ai dit, qu'au présent, dans la situation actuelle, maintenant, c'est difficile à prévoir ce qui va se passer. Si je dois deviner, je devinerai que le régime va éviter les élections et qu'on va vers une situation de crise. Ce que je dis, c'est impossible. Je n'ai pas dit on peut rien faire, on peut rien faire. Ce que j'ai dit, c'est difficile de prévoir exactement les conditions de cette crise et les événements et de voir qui sur le terrain au Congo peut être formé et rallier un vrai alternative. Mais dès que les choses vont se produire, et ils vont se produire, on sera là pour mobiliser et faire tout ce qu'on peut faire de la Belgique vis-à-vis de la communauté internationale pour forcer le changement. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et ce ne sont pas seulement des mots. Hein. On suit la situation depuis des années avec des députés qui sont vraiment dédiqués, comment est-ce qu'on dit, qui sont vraiment au courant et qui sont à la pointe de la situation. Voilà. Monsieur Laurent Mutambayi, bonjour. Bonjour, Cheikh. Nous venons d'assister à une grande rencontre entre le président de la NVA, votre parti, et la communauté congolaise de Belgique,
vos impressions et vos réflexions après cette rencontre? Mes impressions sont très positives parce qu'il faut relever que cette rencontre fait suite à une manifestation de volonté commune de part et d'autre. Je tenais à ce qu'il y ait une rencontre entre la communauté congolaise et la NVA au plus haut niveau, donc au niveau du président du parti lui-même, M. Bart de Wever. Et en début de cette année, il m'a réitéré en fait sa volonté de rencontrer, discuter, échanger avec ma communauté à bâton rompu. Et c'est ainsi que nous avons mis du temps à mettre en place cette rencontre. La réunion a lieu aujourd'hui. Vous avez pris les images, vous avez vu, il y a eu un intérêt réciproque aussi bien de la part de Bart qui a présenté son travail et sa vision de la ville d'Anvers en sa qualité de bourgmestre d'Anvers. Et notre communauté était également représentée. Il y a des questions qui ont porté sur le vécu des Congolais anversois. Il y a bien entendu des questions qui ont également porté sur la situation du Congo en général, parce que vous savez que le Congo, les Congolais où ils sont, peu importe la nationalité d'acquisition qu'ils ont après, ils ne savent pas se départir du Congo. Donc la question du Congo s'est invitée à cette rencontre. Et vous avez eu l'impression que même les questions taboues ont été élaguées? J'ai toujours le sentiment qu'à la NVL, nous ne connaissons pas les questions taboues. On aborde tout et sans embâche. On a le courage de nos convictions. Souvent on dit que vous êtes des séparatistes, vous êtes des racistes et tout ça. Et par rapport à ce qui s'est dit, qu'est-ce que vous en dites? Séparatiste, je dirais non. C'est une mauvaise présentation de la situation par une certaine élite francophone. Nous nous définissons plutôt comme un parti d'évolution. Parce qu'on a toujours considéré que les structures de la Belgique institutionnelle ne correspondent pas aux aspirations du peuple flamand. C'est ainsi que le flamand a voulu aspirer à d'autres situations, à une autre situation institutionnelle. Et le parti s'appelle lui-même la New Flams Alliance, c'est la nouvelle alliance flamande, donc un parti des nationalistes flamands. Et un mot pour les prochaines élections, vous avez un message pour l'électorat? Vous faites bien de me le rappeler, il y a une semaine, mon parti m'a désigné comme tête de liste dans ma commune de résidence, à savoir la commune de Molenbeek. Je vais devoir donc y tirer la liste de mon parti